Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur KMT Télévision ou qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en France, et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Carl Toussaint. Carl Toussaint est secrétaire général du SNES-UNSA. Non, du SE-UNSA. Du SE-UNSA. Oui, SE-UNSA. SE-UNSA. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Larocher, bonjour à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de KMT. Le SNES-UNSA n'existe pas? Non, le SNES, c'est un autre syndicat de notre syndicat. D'accord. Oui. Alors vous, c'est le SE-UNSA. SE-UNSA. Et Oui. ça veut dire quoi, SE-UNSA? Alors, SE, c'est Syndicat des enseignants et UNSA, Union nationale des syndicats autonomes. Donc, c'est une des confédérations syndicales françaises. C'est une des principales confédérations syndicales françaises. D'accord. Qui œuvre uniquement dans le domaine de l'enseignement? Ah non, non, pas du tout. C'est en fait l'UNSA, la confédération UNSA, c'est l'équivalent, par exemple, de la CGT, de Force ouvrière, la CFDT, etc. Donc, à l'intérieur de cette confédération, il y a des fédérations. Oui. Bon. Dans le domaine de l'éducation, c'est l'UNSA Éducation. Et le SE fait partie de cette fédération. D'accord. Vous êtes combien d'adhérents à peu près en Martinique? Alors, aujourd'hui, on a environ 900 adhérents. 900 adhérents. Est-ce que c'est un chiffre important eu égard au nombre d'enseignants? Alors, c'est un chiffre qui est non négligeable, parce que nous sommes la deuxième force syndicale dans le monde de l'enseignement. Hein, et c'est à peu près, enfin, on dira, 1/6 des personnels éducatifs. Hein. Donc, dans ce contexte de moindre syndicalisation qu'il y a quand même une vingtaine d'années, hein, ça reste une donnée, un chiffre important. Donc vous êtes enseignant? Oui, enseignant, oui. Vous enseignez quoi? Alors, les sciences économiques et sociales. Ok. Vous enseignez dans quel établissement? Alors, au lycée de Bellevue. Le lycée de Bellevue. Oui. Il y a longtemps que vous enseignez? Ah oui, ça fait, je vais dire, presque 30 ans. Oui. 30 ans. Est-ce que vous avez observé une évolution ou une régression dans le niveau de vos élèves? C'est un peu... je suis toujours circonspect par rapport à ce type de questions parce que les contextes ne sont pas exactement les mêmes. La société n'est pas exactement la même. Les élèves ne sont pas confrontés non plus aux mêmes environnements. Donc, faire ce type de comparaison me paraît souvent un peu hasardeux. Bon, je dirais que globalement, les élèves ont peut-être accès à tellement d'outils aujourd'hui, hein, que ça peut parfois les conduire à être un peu moins attentifs en cours, un peu moins à travailler un peu moins de manière personnelle, hein, en se référant davantage à des outils qui existent déjà. Mais rien ne dit que les générations précédentes confrontées aux mêmes outils, au même contexte, n'auraient pas agi de la même façon. Donc, D'accord. Pourtant, la question que je vous demande peut se satisfaire de l'objectivité. Je veux dire, est-ce qu'à votre avis, un élève... Est-ce que le niveau, en fait, est-ce que le niveau a augmenté ou le niveau a baissé? Oui. Alors, moi, je vous dirais que, pour moi, globalement, le niveau, ça va peut-être vous étonner, mais je pense que le niveau est resté quasiment le même. Bon. Ce qu'on peut constater, néanmoins, ce sont des disparités qui sont probablement, là je m'avance un peu, mais probablement plus importantes aujourd'hui qu'hier. C'est-à-dire que les inégalités scolaires sont probablement davantage marquées aujourd'hui qu'hier. Mais cela, c'est en grande partie aussi le résultat d'un phénomène bénéfique, hein, qu'il faut reconnaître et qu'il faut saluer, qui est celui d'une massification scolaire. Quand vous avez de plus en plus d'élèves dans les établissements scolaires, et ceci à tous les niveaux d'enseignement,
hein. Ça se traduit aussi, quelque part, par une hausse des inégalités, parce que tous ces élèves ne sont pas sur le même pied d'égalité. Donc, des élèves qu'on n'avait pas l'habitude de voir au lycée, peut-être il y a 20 ans, hein, et quand je dis qu'on n'avait pas l'habitude de voir, ça peut être en termes notamment d'origine sociale. Hein. Ces élèves sont davantage présents, ce qui est très bien. Hein. Mais le corollaire aussi de cela, c'est que ces élèves n'étant pas placés non plus dans les mêmes conditions d'apprentissage que les élèves les plus favorisés, on constate une hétérogénéité à l'intérieur des classes qui est plus importante aujourd'hui qu'hier. Ce qui peut, à mon avis, donner l'impression que globalement le niveau a baissé, alors que, à mon avis, il est resté quasiment le même. Vous êtes en train de nous dire que dans une école, dans une classe, au lycée de Bellevue, eh bien, un élève dont les parents seraient médecins, avocats, etc., travaille mieux, a de meilleures notes que celui dont les parents seraient maçons, ouvriers. Alors, ce n'est en aucune façon mécanique. Hein, l'avenir des individus n'est pas totalement déterminé par leur origine sociale. Néanmoins, si on raisonne sur des ensembles, pas sur des individus en particulier, sur des ensembles, évidemment, l'origine sociale des élèves influe sur leurs résultats scolaires. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'un enfant de médecin réussira forcément à l'école et qu'un enfant de pêcheur, de maçon, de tout ce que vous voulez, appartenant aux catégories populaires, échouera à l'école. Le destin scolaire des enfants n'est pas donné une fois pour toutes. Néanmoins, il ne faut pas se voiler la face. Si on observe l'ensemble des enfants appartenant aux catégories favorisées, aujourd'hui encore, et peut-être même plus aujourd'hui qu'hier, leurs résultats globalement sont meilleurs que ceux des enfants des catégories populaires. C'est un fait. C'est un fait statistique, c'est un fait indéniable. On ne peut pas, on peut pas l'occulter. Mais ensuite, c'est au niveau collectif. Ça ne veut pas dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'un enfant, que je vais dire, oui, parce que son père est maçon ou que sa mère est employée de maison ou employée de service dans une école, que lui, forcément, ses résultats seront inférieurs à celui dont le père est avocat, médecin, ingénieur. Oui. D'accord. Est-ce que l'observation que vous venez de faire là, d'une certaine est-ce que cette observation-là peut être valable pour la couleur de la peau? Pour la couleur de la peau? Alors, déjà, il faudrait préciser ce que vous entendez par couleur de la peau en Martinique, où c'est quand même assez... les teintes sont diverses et variées. Il n'y a pas véritablement eu, à ma connaissance, d'études en Martinique portant sur les résultats scolaires des élèves en fonction de la teinte de leur couleur de peau. Maintenant, si on veut voir au niveau plus large de l'Hexagone, ce qu'on constate, c'est que c'est l'origine ethnique des élèves est un facteur qui s'ajoute à d'autres facteurs. Ce n'est pas un facteur qui est explicatif à lui seul, mais qui peut s'ajouter à d'autres facteurs pour expliquer des résultats scolaires différents. Mais en Martinique, honnêtement, je n'ai pas connaissance d'études de ce type. Votre expérience? Mon expérience, c'est que il n'y a pas fondamentalement de... Déjà, bon, il faudrait que je fasse peut-être davantage attention à la teinte de peau de mes élèves, mais ce qui n'est pas le cas. Et non, je n'ai pas constaté de différences notables. Les différences que je peux noter sont plus liées à l'origine sociale des élèves, à leur lieu de résidence parfois, qu'à une teinte de peau. On a des élèves qui parfois habitent relativement loin du lycée, par exemple. Ce sont des élèves qui connaissent davantage parfois de difficultés à suivre les apprentissages que d'autres, mais pour des raisons évidentes. Ils se sont levés à 3h du matin, 4h du matin pour aller au lycée. À 8h, 9h, ils sont fatigués. Donc, ils ont tendance à dormir, à s'allonger sur la table
Mais on fait avec. Est-ce que vous avez déjà rencontré dans votre carrière désormais longue, 30 ans, des jeunes, des enfants qui seraient complexés par le fait d'être plus noirs que les autres? Dans ma carrière, non, non. Des enfants complexés par le fait d'être plus noirs que les autres? Non, j'en ai pas. Non, je n'ai pas de souvenir d'élèves de ce type. Pourquoi est-ce que vous êtes syndicaliste? Alors, pourquoi je suis syndicaliste? Alors, parce que je dirais que j'ai toujours eu l'envie de, quelque part, me mettre au service des autres, en mettant en service, entre guillemets, mais de contribuer, en tout cas, dans le domaine dans lequel je suis, hein, à ce qu'il y ait un certain nombre d'avancées, de progrès sociaux qui ne me concernent pas uniquement, mais concerne l'ensemble de ceux qui exercent dans le même domaine que moi. Donc, une fibre peut-être un peu plus collective qu'individualiste. D'accord. Est-ce que les syndicats, aujourd'hui, en 2026, ont encore une utilité? Alors, je le constate tous les jours, c'est là où je suis. Vu le nombre de sollicitations que nous avons, de la part des collègues pour des problèmes divers et variés liés à leur carrière, à l'exercice de leur profession, je ne peux que constater que les syndicats restent extrêmement nécessaires. Certains ne se rendent pas compte forcément, mais lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés dans le monde professionnel, ils sont généralement relativement satisfaits de savoir qu'il peut y avoir des organisations qui vont les représenter, les défendre, essayer de faire aboutir au mieux leurs revendications, leurs souhaits, etc. Seul face, en tout cas dans l'éducation nationale, il vaut mieux que les collègues ne soient pas seuls face à l'administration. L'image que l'on a en Martinique de l'enseignant est quand même l'image de quelqu'un de privilégié, quelqu'un qui gagne 40% de plus, quelqu'un qui a beaucoup de vacances. Est-ce qu'il y a de la vérité derrière ça? Être privilégié. Alors, ça, je réponds que je ne me considère absolument pas comme un privilégié. Je ne considère pas non plus mes collègues et tout l'ensemble des fonctionnaires exerçant en Martinique comme des privilégiés. Les 40%, c'est le fruit aussi de lutte. Ils ne nous ont pas été donnés, ils ont été conquis. Ça a été une conquête syndicale majeure, les 40% en Martinique. Et c'est l'illustration d'une égalité de traitement des fonctionnaires, quel que soit leur lieu d'affectation. Donc, de ce fait, je ne me sens pas privilégié. Je sais que par rapport à par rapport à de très nombreux Martiniquais, les enseignants et aussi les fonctionnaires, mais plutôt les fonctionnaires de catégorie A, parce qu'on a tendance à oublier qu'il y a différentes catégories de fonctionnaires et que certains ont des salaires qui sont relativement bas. Donc, par exemple, les fonctionnaires catégorie C, par exemple, qui sont loin, mais très très loin de correspondre à l'image que l'on a parfois du privilégié en Martinique. Il n'en reste pas moins que par rapport à une grande partie des Martiniquais, nous avons une situation qui peut apparaître favorable. Le corollaire de cela, c'est que aussi, et qu'on a tendance à oublier, c'est que les fonctionnaires, en tout cas ceux qui ont des revenus relativement élevés, contrairement à l'immense majorité de la population martiniquaise, n'ont droit à rien. Donc payent tout, on pourrait dire plein pot. Donc pas de tarifs privilégiés à la cantine, pas de bons de vacances, pas d'abattement d'impôts spécifiques, etc. etc. Donc et de ce point de vue-là, donc nous ne sommes pas non plus des privilégiés comme semblent le penser certains Martiniquais. Nous faisons cette interview le vendredi 13 février. Vous êtes en vacances depuis quand? Depuis ce vendredi dernier.
Du moins, samedi dernier. Il y a tellement longtemps que vous ne vous rappelez pas. Non, c'est pas du tout cela. C'est que je suis en vacances par rapport à ma profession d'enseignant, mais je ne le suis pas par rapport à mes activités de syndicaliste. Donc je suis obligé de réfléchir un peu quand vous me posez cette question. Si je pose cette question, c'est parce que ça aussi, ça peut faire partie des privilèges. Plus de vacances que tout le monde. Par exemple, pour le carnaval, vous avez 15 jours de vacances. Oui. Alors que les gens ont 3 jours. Ouais, d'accord. Alors, oui, à ce moment-là, du moins, les gens ont 3 jours. Je connais énormément de personnes qui ont bien plus que 3 jours. Mais, dans le privé, oui. c'est pas évident d'avoir plus que oui, des jours mais gras, après, hein. vous pouvez coller certains jours avec d'autres. Il y a les RTT, il y a les récupérations, etc. Ouais, c'est pas des vacances, ça. C'est pas des vacances. Oui, non, mais... RTT, c'est pas des vacances. Oui, mais moi, RTT. quand je Oui, corrige... vous êtes en train de vous défendre. Ah non, Ah ben, c'est non, je que- fais juste un parallèle. Ah non, C'est pas ça. du tout. Ah non, là, pas du tout. Non, parce que moi, c'est quand même des problématiques auxquelles je suis, on dirait, relativement rodé. Quand je travaille le dimanche et que je passe 8 heures de ma journée à travailler, à corriger des copies, à préparer des cours, c'est un dimanche. Ça fait partie de mon temps de travail, certes. Mais mon temps de travail est loin, comme celui de la quasi-totalité, on va dire, de 100% des enseignants, est loin de se limiter à ma présence devant élèves. Les cours, je ne les invente pas avant d'arriver, je les prépare. Les copies, il faut bien les corriger. L'IA n'est pas encore capable de corriger mes copies, donc il faut bien que je les corrige. Vous avez aussi des réunions diverses et variées, des formations qui vont se faire par exemple le mercredi, le samedi matin, etc. Et donc, je pense qu'on a des vacances qui sont quand même relativement méritées. Ensuite, si on veut réfléchir à la problématique des vacances pour les enseignants, encore faut-il se poser la question pour les élèves. Parce que lorsque les élèves sont en vacances, c'est un peu difficile pour moi d'être sur mon lieu de travail. Donc, ce qui conditionne les vacances des enseignants, c'est avant tout les vacances qu'on a décidées pour les élèves. D'autre part, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon temps de travail est très très loin de se limiter à mon temps de présence devant élèves. Et durant les vacances, comme l'immense majorité de mes collègues, je travaille. Les seules vacances véritables qu'ont les enseignants, on pourrait dire que c'est mi-juillet, mi-août. Vous avez parlé de l'IA tout à l'heure, donc de l'intelligence artificielle. Bien. Lorsque vous êtes en face d'un élève, vous êtes en face de lui pendant 1 heure. Oui. C'est-à-dire que pendant 1 heure, vous êtes obligé de travailler. Oui. Je ne peux pas vaquer à autre chose, oui. Alors que d'autres métiers, on peut se lever, on peut arrêter de travailler, etc. Oui, on peut faire une pause, on peut aller aux toilettes. On peut penser à autre chose. On peut être devant son ordinateur et ne pas travailler. Oui, nous, c'est une attention qui doit être de tous les instants. Donc, quand je travaille 1 heure, comme tous mes collègues, je travaille 1 heure. C'est vraiment du travail effectif pendant 1 heure. Dites-moi, vous êtes assez nombreux en Martinique. Vous n'arrêtez pas de dire que vous n'êtes pas assez nombreux. Alors, ce sur quoi on veut mettre l'accent, c'est que ça fait quasiment une quinzaine d'années que cette académie ne cesse de perdre des postes. On est quasiment à environ 1600 postes supprimés de ces 15 dernières années. Donc c'est une véritable saignée dans la profession. Ceci est toujours justifié de la même façon, c'est toujours la même justification, à savoir la déprise démographique. Cette déprise démographique, elle est incontestable. Il y a moins d'élèves. Oui, il y a moins d'élèves. Et ceci à tous les niveaux d'enseignement. Évidemment, ça a commencé par le premier degré, les écoles élémentaires et maternelles. Ensuite, ça monte. Donc aujourd'hui, depuis 2-3 ans, le secondaire commence à être de plus en plus touché, donc les collèges et les lycées. Et ça arrivera aussi, et ça a commencé déjà à arriver dans l'enseignement supérieur.
Mais ce que nous disons, c'est que cette déprise démographique, cette baisse des effectifs d'élèves, aurait dû être utilisée pour améliorer les conditions d'enseignement. Alors, pourquoi améliorer ces conditions d'enseignement? Tout simplement parce que l'enseignement aujourd'hui, ce n'est pas exactement la même chose qu'il y a 20 ans. On est confronté aujourd'hui à de plus en plus d'élèves qu'on appelle des élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc des élèves qui autrefois étaient plus cantonnés dans des établissements spécialisés, pour certains d'entre eux en tout cas. Aujourd'hui, l'école ordinaire prend en charge. Mais prendre en charge ces élèves demande aussi davantage de travail aux collègues, notamment dans le premier degré, mais pas seulement, mais notamment dans le premier degré. Quand vous avez 4 ou 5 élèves à besoins éducatifs particuliers, donc des élèves pour qui il faut prévoir des activités spécifiques, à qui il faut accorder une attention spécifique. Ce n'est pas exactement la même chose que quand vous aviez, il y a 30 ans, 20 élèves qui étaient à peu près du même, pas forcément du même niveau, mais en tout cas qui se comportaient à peu près de la même façon. Besoin éducatif. Oui. Est-ce que vous parlez d'élèves qui ont un niveau un peu inférieur ou des élèves handicapés? Ah non, il y a les élèves handicapés, ça peut être des handicaps à différents niveaux. Mais les élèves à besoins éducatifs particuliers, ce sont par exemple des élèves qui souffrent qui sont atteints par exemple de dyslexie, de dyspraxie. Oui, donc des élèves à qui auront besoin d'un accompagnement individuel dans les classes, ceux qui n'ont pas forcément tout le temps, avec ce qu'on appelle les AESH, donc des accompagnants chargés d'aider ces élèves dans leurs apprentissages, par exemple dans la prise de notes, dans la reformulation éventuelle de consignes données par l'enseignant. Mais tous ces élèves qui sont de plus en plus présents dans le système scolaire, ce qu'on appelle dans l'enseignement ordinaire, qu'on appelle encore l'école inclusive, qui s'est fortement développée ces dernières années pour des raisons louables. C'est très bien que ces élèves soient intégrés dans les écoles. Sauf que cette école inclusive, pour un grand nombre de collègues, est devenue une école de la souffrance professionnelle. C'est-à-dire que les aides qui sont apportées ne sont pas suffisantes. Les accompagnements proposés ne sont souvent pas suffisants. Donc on se retrouve avec des collègues, notamment dans le premier degré, mais pas seulement, qui sont non pas dépassés, mais qui ne peuvent pas assurer un enseignement qui les satisfasse eux-mêmes et qui serait bénéfique à l'ensemble des élèves du fait de cette prise en charge insuffisante de ces élèves à besoins éducatifs particuliers. Donc le développement de l'école inclusive ces dernières années nécessite, de notre point de vue en tout cas, mais on n'est pas les seuls, que les moyens accordés à l'école soient renforcés et non pas diminués en suivant plus ou moins l'évolution des effectifs. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de mettre tous les élèves qui ont des difficultés dans la même classe avec des professeurs formés à les suivre? Oui, mais ça, c'est l'enseignement spécialisé. Oui. Donc, ce que l'école inclusive, c'est plutôt la philosophie selon laquelle, et c'est quelque chose qui a démontré son efficacité dans d'autres pays européens, par exemple comme l'Espagne, c'est le fait que c'est l'idée, du moins, selon laquelle ces élèves, ils font partie de la société. Plus tard, adultes, ils seront amenés à côtoyer tout type d'individus, et que l'école, c'est aussi la meilleure façon de les préparer à cela, et non pas de les séparer des élèves, entre guillemets, ordinaires. Non. Après, vous avez un certain nombre de pathologies, un certain nombre d'élèves qui, forcément, ne pourront pas être pris en charge par, entre guillemets, l'enseignement classique. Donc, ils seront, par exemple, dans des IMP, instituts médico-pédagogiques, parce que là, ce sont vraiment des cas dont on sait que l'école ne peut pas les prendre en charge. Mais quand vous avez des élèves qui souffrent parfois
qui souffrent, qui ont des pathologies comme la dyslexie, la dyspraxie, etc., voire même des formes d'autisme. Hein. Ces élèves peuvent suivre un enseignement ordinaire, à la condition, évidemment, qu'ils soient accompagnés et que les mesures d'accompagnement nécessaires soient effectivement mises en œuvre. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous m'avez parlé de tout ça. On me dit qu'il manque des enseignants. Je veux dire que le problème, c'est qu'il y a moins d'élèves. Donc, normalement, il doit y avoir moins d'enseignants, pas plus d'enseignants. Donc, Alors, ce serait... non, parce que si vous avez... prendre un exemple rapide. Hein, si vous dites qu'il faut un enseignant pour 30 élèves, oui. Hein, si vous en avez 300, vous aurez 10 enseignants. Oui. Hein. Si maintenant vous dites que sur ces 300 élèves d'aujourd'hui ne sont pas exactement les mêmes qu'hier, hein, que l'hétérogénéité s'est accrue, qu'on a accueilli aussi des publics qu'on n'accueillait pas auparavant, hein, et que maintenant il faut non pas un enseignant pour 30 élèves, mais un enseignant pour 20. Hein. Au lieu d'avoir 10, vous en aurez 15. Oui, mais c'est infini, ça. Après, quand vous en aurez 15, vous direz c'est mieux d'enseigner et il n'y en a que 10. Non, parce qu'à partir d'un certain nombre, non, les études montrent qu'il vaut mieux pas que les effectifs soient trop faibles. Il faut quand même qu'il y ait des relations qui se nouent aussi entre les élèves lors des situations d'apprentissage. Donc, quand vous avez énormément d'élèves, les résultats sont souvent les mêmes que quand vous en avez très très peu. Donc, c'est-à-dire pas forcément bon. Donc il faut plus trouver, entre guillemets, un juste milieu. Mais ce que nous disons surtout, nous ne sommes pas accrochés à un totem, il faut augmenter en permanence le nombre d'enseignants. Ce que nous disons plutôt, nous en tout cas, au SENSA, c'est que en Martinique, vu la situation en Martinique, il vaut mieux qu'il y ait, il serait nécessaire qu'il y ait en tout cas, ne serait-ce qu'un moratoire sur les suppressions de postes. C'est-à-dire que durant un certain nombre d'années, on cesse de réduire le nombre d'enseignants, mais pas seulement, parce que là, quand je dis le nombre d'enseignants, on aurait tendance à penser que seuls les enseignants sont concernés. Ça ne concerne pas uniquement les enseignants, ça concerne aussi les administratifs, les chefs d'établissement, les CPE, etc. Donc, le nombre de personnels éducatifs, qu'on reste ne serait-ce qu'à effectif constant, et qu'on voit si le maintien de ce nombre d'enseignants ne se traduit pas par une amélioration significative des résultats des élèves. Et non pas, chaque fois, charger la banque. Parce que certes, on est moins nombreux, les élèves sont moins nombreux, mais comme ils sont aussi dispersés dans divers établissements, parfois. On a de plus en plus de collègues, notamment dans le second degré, qui se retrouvent à exercer dans 2 voire 3 établissements. Donc, des problèmes pour l'implication de ces collègues dans la vie de ces établissements, pour développer des projets dans ces établissements. Et donc, globalement, ça nuit aussi à la qualité du service d'éducation que l'on doit à l'ensemble des élèves martiniquais. Est-ce que vous vous sentez menacé? Est-ce que c'est votre métier, votre profession est menacée par ce qui arrive à l'intelligence artificielle et le reste? Alors, je dirais absolument pas. Parce que l'enseignement, c'est quelque chose de complexe, qui ne s'improvise pas. Et là, ça me permet de revenir aussi sur un certain nombre de recrutements qui se font aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui s'améliore aussi avec le temps. Et c'est très dépendant aussi des interactions que l'on noue avec les élèves, qui se créent avec les élèves. Sinon, il suffirait de donner à un élève un livre et puis de lui dire tu apprends la leçon, tu auras compris, tu seras capable de faire les exercices, tu seras capable de lier divers enseignements les uns aux autres. Tout ceci, c'est aussi le fruit de stratégies, de méthodes qui sont mises en œuvre par les enseignants. Et je considère que, de ce fait, on n'est pas véritablement menacé par l'intelligence artificielle. On doit la prendre en compte. On doit la prendre en compte, notamment dans le travail des élèves. Ce qui va peut-être amener à réfléchir de plus en plus aux exercices qu'on leur donne.
hein, au travail qu'on leur demande de faire à la maison. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des élèves, vous leur donnez un devoir à faire à la maison, ils tapent le sujet sur ChatGPT et puis ils vous recrachent que ChatGPT a bien voulu leur communiquer. Hein. D'autant que le rendu de l'intelligence artificielle aujourd'hui, hein, dépend aussi en grande partie du type d'intelligence artificielle auquel votre portefeuille vous donne accès. Hein. Parce que il y a effectivement ChatGPT qui est jusqu'à une certaine limite d'utilisation gratuit. Hein. Mais ensuite, c'est ChatGPT+, voilà, ajouter de l'argent, etc., pour avoir des réponses plus affinées, etc., etc. Donc, ça amène effectivement à avoir une réflexion sur ce qu'on va demander aux élèves de faire à la maison, hein, hein, la façon dont on va examiner leur rendu, hein, mais sur l'enseignement lui-même, l'intelligence artificielle, je doute, en tout cas dans l'état actuel des technologies, hein, qu'une machine puisse nous remplacer. Et remplacer l'école elle-même. C'est-à-dire que l'enfant reste chez lui et reçoit l'enseignement par Internet, par la télévision, par tout ce qu'on veut. Oui. Alors, vous pouvez dire cela. L'apprentissage, à la base, nécessite l'échange. Hein. Je ne peux pas échanger avec une machine. Bon, en tout cas, pas aujourd'hui. Bon, peut-être demain, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Bon, je ne peux pas échanger avec une machine. Je ne peux pas... il peut y avoir des questions que je me pose qui sont liées, qui d'apparence pourraient être liées à un autre sujet, hein, mais qui auront un impact sur ma compréhension du problème que je suis en train de traiter. Hein. Donc tout cela, ça nécessite quand même, hein, que les individus restent, en tout cas pour la majeure partie d'entre eux, hein, restent dans un environnement, on dira, classe, hein, et non pas livrés à eux-mêmes, hein, chez eux, seuls face à une machine. Hein. Donc, il y a une progression à faire. Cette progression ne sera pas forcément la même d'un élève à un autre. Hein. Elle ne sera pas... le questionnement que j'aurai dans ma pratique de classe vis-à-vis de certains élèves ne sera pas forcément le même que vis-à-vis d'autres, parce que ces élèves-là, je les ai, entre guillemets, pratiqués. J'ai vu comment j'ai pu me faire une idée de l'angle d'approche de l'angle d'approche que je vais utiliser pour les sensibiliser à tel ou tel questionnement, pour les amener à réfléchir par eux-mêmes, etc. Et tout ce travail-là, qui est un travail vraiment individuel, qui est un travail fin, je ne pense pas qu'une machine aujourd'hui soit capable de le faire. Même pas vous à travers une machine. Ça, c'est ce qu'on a beaucoup pratiqué durant le Covid, oui, avec le distanciel. Mais on s'est rendu compte aussi de toutes les limites du distanciel. Il y a des limites. Il y a énormément de limites. L'attention n'est pas la même. Hein. Lorsque vous avez un enseignant qui, même si c'est effectivement une véritable visio, c'est-à-dire que l'enseignant est visible, que les élèves sont visibles, donc que la visio ne soit pas en fait un audio, hein, donc, même si c'est une véritable visio, ce sont des images d'élèves, ce n'est pas un ensemble d'élèves. Hein. Donc la relation duelle n'est pas la même. Hein. Et c'est très difficile, et on l'a véritablement expérimenté durant la période du Covid, hein. C'est très difficile de pouvoir suivre chaque élève, hein, et d'avoir des situations d'apprentissage qui puissent retenir l'attention de la majeure partie d'entre eux. Hein. Les sollicitations sont aussi plus importantes quand vous êtes chez vous devant un ordinateur, vous êtes dans votre chambre ou dans un bureau. Les sollicitations ne sont pas les mêmes que lorsque vous êtes dans une salle de classe. Hein. Vous avez décidé de vous lever pour aller aux toilettes, qu'est-ce qui va vous en empêcher? Hein.
vous avez décidé en même temps que le prof fait son cours, de mettre votre téléphone portable juste à côté, de regarder vos vidéos, qu'est-ce qui va vous en empêcher? Ça vous ennuie quand même que le niveau, lorsqu'on fait les statistiques, reste plus bas chez les élèves en Martinique que dans la France hexagonale. Alors, là, je dirais que, en ce qui concerne les résultats dans ce qu'on appelle les fondamentaux, c'est-à-dire français, mathématiques pour l'essentiel, les résultats de l'Académie de Martinique sont dans la moyenne nationale. Ils ne sont pas un peu inférieurs? Quasiment dans la moyenne nationale. On n'est pas non plus les derniers, on n'est pas les premiers, mais on n'est pas les derniers non plus. Et moi, ce que je dirais, c'est que c'est lié aussi à ce que je disais, c'est un contexte qui n'est pas le même. Sans être caricatural, c'est un peu difficile de comparer l'Académie de Martinique, les résultats des élèves globalement, parce que ce sont des moyennes, à chaque fois on a tendance parfois à l'oublier. Les résultats moyens dans l'Académie de la Martinique, ce serait un peu difficile de les comparer aux résultats moyens dans l'Académie de Paris, par exemple. Ce sont les mêmes enseignants, Oui, les mêmes diplômes d'enseignants, c'est les mêmes programmes, il n'y a aucune raison. On ne puisse pas les comparer. Ah si, il y en a beaucoup. Aucune. Il y a beaucoup de raisons ce sera difficile de les comparer. Attendez, ça voudrait dire qu'un ingénieur formé en Martinique ne serait pas non, comparable je ne parle pas du niveau atteint par les élèves. Je parle des résultats moyens. Parce que quand on parle des résultats de l'Académie de Martinique, on ne parle pas des résultats de X ou de Y, on parle des résultats moyens. C'est la moyenne de X et de Y. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez un contexte économique et social qui n'est pas le même. Lorsque vous avez un taux de pauvreté qui est 2 fois supérieur, on ne va pas revenir encore sur des considérations économiques et sociales, mais ce sont quand même des données qu'il faut prendre en compte. Quand vous avez un taux de pauvreté en Martinique qui est plus de 2 fois supérieur à la moyenne hexagonale, quand vous avez un taux de famille monoparentale, même si la monoparentalité ne signifie pas que l'élève va échouer, quand vous avez quand même un taux de famille monoparentale bien plus élevé que dans l'hexagone, et que dans ces familles monoparentales, le taux de pauvreté est aussi bien plus élevé que celui des familles monoparentales en moyenne en France hexagonale, forcément, les résultats, en moyenne, bien toujours en moyenne, ne seront pas les mêmes. Il y a un certain nombre il y a un certain nombre de critères qui s'imposent. Quand vous avez un enfant, là je parle de manière très individuelle, lorsque vous avez un enfant qui a sa propre chambre, qui est seul dans sa chambre, en éliminant tous les autres facteurs, comme on dit, toutes choses égales par ailleurs, en éliminant tous les autres facteurs, il y a de fortes chances que ces résultats scolaires ne soient pas les mêmes que celui ou celles qui sont 2, 3, 4 dans la même chambre. Donc, les facteurs socio-économiques ont un impact aussi sur les résultats scolaires des élèves. Et vous n'êtes pas sans savoir, comme la majeure partie des Martiniquais, que la situation économique et sociale martiniquaise est loin d'être florissante. Et c'est toujours cette réponse-là qu'on donne. Ah non, il y a d'autres, on peut vous donner d'autres réponses. Mais là, c'est, à mon avis, des données fortes. Ensuite, il peut aussi y avoir, et il y a sûrement, dans le contexte martiniquais, la nécessité d'avoir une réflexion aussi sur les programmes, donc les programmes qui sont dispensés, la façon de les dispenser aussi, qui pourrait permettre d'améliorer les résultats. Donc un ancrage de ces programmes, de ces pratiques d'enseignement qui soit davantage local, on dira rapidement, que national. Nos référents culturels ne sont pas forcément les mêmes. Est-ce que vous pourriez accepter que ne soit pas montré aux élèves martiniquais Napoléon Bonaparte
comme il est montré à des élèves hexagonaux, comme il peut être montré à des élèves hexagonaux. Alors, que je comprenne bien la question. Hein. Les élèves hexagonaux, comme les élèves martiniquais, sont confrontés à Napoléon Bonaparte. C'est bien ça. Sauf que ce que vous sous-entendez, c'est que ce sur quoi on mettra l'accent ne sera pas exactement identique. Pour moi, c'est l'évidence même. L'évidence. Napoléon Bonaparte, l'impact de Napoléon Bonaparte pour la Corse n'a pas été l'impact de Napoléon Bonaparte pour la Martinique. Donc, il faut que les élèves à qui on enseigne en Martinique soient aussi sensibilisés. Et quand je dis sensibiliser, ce n'est pas en faire. Le but n'est pas d'en faire des anti-bonapartistes. C'est qu'ils soient vraiment sensibilisés au fait que l'image que l'on peut avoir de Napoléon Bonaparte en France hexagonale, forcément, ne peut pas être exactement la même en Martinique. On n'a pas été. Son impact sur notre histoire, sur notre développement, n'est pas exactement le même. L'inventeur, il sera présenté en France hexagonale comme souvent l'inventeur du Code civil. En Martinique, oui, c'est l'inventeur. On va pas nier le fait qu'il soit l'inventeur du Code civil. Mais il est aussi lié à, quelque part, le retour le rétablissement de l'esclavage. Oui. Ça, il faut que les élèves le sachent. Et, écoutez, pour les Français, Napoléon, c'est un héros. On voit des statues de Napoléon, c'est un héros. Oui. Pour nous, c'est un assassin, c'est un esclavagiste. Oui. Est-ce que vous pourriez accepter que pour les élèves martiniquais, ça soit enseigné ça, plutôt que d'en faire un héros? Alors, là, j'aurais une réponse plus nuancée. Parce que, un personnage, il n'y a pas seulement une seule facette, donc il peut y en avoir plusieurs. Celle qu'il nous a montrée, oui, celle que nous a. Oui, mais là, j'en reviens à ce que je disais, c'est que les élèves martiniquais doivent être sensibilisés à cet aspect de l'œuvre de Napoléon Bonaparte, mais aussi aux autres aspects. Ça n'empêche pas. Il y a eu des choses qu'il a faites qu'on peut, entre guillemets, saluer, et d'autres pour nous qui ont été un véritable crime. Et ça n'empêche pas que... En fait, pour moi, l'adaptation des enseignements, ce n'est pas le rejet d'autres enseignements. C'est essayer de faire en sorte que tous ces enseignements s'articulent les uns aux autres. Et ça contribue aussi à ce que les élèves puissent développer une certaine pensée aussi critique. Et non pas avoir une vision uniquement négative d'un personnage. Mais aussi, il y a peut-être des choses, s'il est reconnu au niveau historique, c'est qu'il y a aussi peut-être des choses qui sont plus ou moins louables dans son œuvre. D'accord, donc si on a un point clair, il a des bons côtés, des mauvais côtés. Il faut voir les deux côtés. Non, mais là, il ne faut pas... On va écoutez, le sommet des crimes contre l'humanité, quand même. Mais en tout cas, si on fait référence à Hitler, il faut que les élèves aussi comprennent comment Hitler est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qui a permis l'arrivée de l'émergence sur la scène mondiale de cette monstruosité qu'a été le nazisme. Non, mais un professeur, est-ce qu'il doit être neutre à ce point-là? Ou bien est-ce qu'il a la possibilité de dire, eu égard à ce qu'il a fait, il est ceci? Est-ce qu'un professeur peut dire ça? Ce sont des crimes contre l'humanité. C'est reconnu internationalement. On ne va pas attendre d'un professeur qu'il nuance l'œuvre d'Hitler. Mais on va attendre de lui qu'il montre aux élèves que... comment une monstruosité politique peut émerger, peut arriver au pouvoir, quelles ont été les circonstances, qu'est-ce qui a favorisé cette arrivée d'Hitler et des nazis au pouvoir, ne serait-ce que pour éviter que ça se reproduise. Est-ce que vous avez besoin du créole pour mieux enseigner? Pas forcément du créole en tant que tel,
mais de façons de penser qui sont liées à l'usage du créole. Donc je ne sais pas si je me fais comprendre. Non, j'ai pas compris. C'est-à-dire que je vais souvent même prendre des exemples qui sont liés à l'ancrage, à ce qui pour moi est nécessaire, un ancrage local de mon enseignement. Hein. Ça peut m'amener aussi à parler créole, hein, à avoir des façons de m'adresser aux élèves, de leur répondre, où je vais utiliser le créole, parce que, c'est ce qui va me venir spontanément. Quand vous allez les engueuler? Non, pas du tout. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Non. Ce sera parfois aussi pour blaguer, mais un trait d'humour, par exemple. Hein, parce que dans ces cas-là, en tant que pratiquant du créole, en tant qu'immergé dans cette culture, c'est ce qui va me venir en tête, avant le français. Hein. Donc je vais l'utiliser. Hein, et ça permet aussi de créer un rapport de renforcer le rapport de proximité aussi avec les élèves, avec certains d'entre eux aussi, hein, qui peuvent avoir parfois des difficultés avec le français et qui sont aussi quelque part rassurés que le prof puisse aussi leur parler en créole, utiliser des expressions créoles, donner des exemples en créole, parce que ça va leur parler davantage, hein, que des exemples en français qui sont souvent liés aussi à une culture autre. Est-ce qu'il vous arrive de regarder ce qui se passe dans la cour de récréation de votre lycée, le lycée de Bellevue? Oui, je vois, oui. Ça vous arrive? Oui. Mais après, c'est relativement grand, hein, le lycée de Bellevue, hein, donc Oui. ma vue est un peu limitée, si vous voulez. Mais il y a beaucoup de cours de récréation ou pas? Non, en fait, il n'y a pas vraiment de cours de récréation. C'est un lycée, ce n'est pas une école maternelle ou élémentaire. En fait, c'est un espace entre les bâtiments. Ce sont des espaces entre les bâtiments. Mais lorsque les élèves n'ont pas de récréation? Si, ils ont deux récréations. Donc ils se retrouvent quelque part. Oui. Ok. Oui. Est-ce qu'ils Une récréation, le matin uniquement. Ils parlent créole entre eux? Certains, oui. Oui, certains, forcément. Mais d'une façon générale, la langue qui est pratiquée dans ce groupe d'élèves nombreux, finalement, dans un grand lycée, est-ce que c'est plutôt le créole ou le français? Je dirais que dans le cas du lycée de Bellevue, oui, c'est davantage le français que le créole. Davantage le français que le créole. Après, je ne sais pas si je vais dans le collège du Lorrain, si ce sera effectivement davantage le français que le créole. Vous êtes d'accord pour une agrégation créole? Oui. D'accord. Pourquoi? Oui, parce que c'est une langue, déjà. Le créole est une langue. Bon, au même titre que l'occitan, que le breton. Il y a des agrégations en occitan. Oui, il y a des agrégations, ce sont des agrégations de langue et culture régionale. Hein. Donc ça a été une conquête au niveau de l'éducation nationale en France. Hein. Donc de ce point de vue, ne serait-ce que pour qu'il y ait une reconnaissance de notre propre culture, hein, qui n'est pas exactement la même, qu'on le veuille ou non, que la culture hexagonale, qu'il y ait, au même titre que pour d'autres langues régionales, un CAPES, une agrégation. Qu'est-ce que vous pensez de l'insécurité en Martinique? Qu'est-ce que je pense de l'insécurité en Martinique? Je pense que l'insécurité en Martinique, elle est grandissante. Elle est grandissante. Qu'elle est, pour moi, liée en partie à une perte de repère d'une partie de la jeunesse. Ah, la jeunesse. Vous avez dit le mot jeunesse. Oui, d'une partie. Hein, oui, une partie, mais vous avez dit le mot jeunesse. Oui. Mais c'est votre ressource à la jeunesse, c'est votre boulot, c'est à vous de... Oui, mais c'est pas parce que c'est notre boulot qu'on réussit à 100%, et on n'en est pas uniquement responsable. Ah. Hein. Est-ce que vous avez une grande responsabilité? Oui, on a une responsabilité importante, ça, j'en disconviens pas. Hein. Mais encore faut-il qu'on me donne les moyens d'assurer pleinement cette responsabilité. Hein. Donc pour moi, il y a en partie une perte de valeur d'une partie de la jeunesse. Il y a aussi la montée aussi, là je vais revenir peut-être à ce que
pour vous des évidences, mais une montée aussi du chômage, de la pauvreté, etc., qui a pour conséquence qu'un certain nombre de jeunes hein, se dirigent davantage vers des activités illicites que vers des activités licites. Hein, et que cette montée de la violence en Martinique, elle doit absolument être, de mon point de vue en tout cas, davantage prise en considération par les politiques de façon générale. Ça veut dire quoi? Parce qu'il faut vraiment chercher à véritablement déterminer l'ensemble des causes bon, et véritablement prendre des mesures pour lutter de manière peut-être plus efficace bon, contre ces causes. On a un problème croissant lié à l'usage de drogue, à l'entrée de drogue sur ce territoire, qui font qu'il y a une montée croissante aussi de la violence, qu'il s'agisse de la drogue, de la circulation des armes, hein, etc. Donc, ce sont vraiment des choses qu'il faut prendre à bras le corps. Est-ce que la lutte contre la drogue et contre la délinquance peut résulter de donner aux gens de vraies valeurs? Je veux dire que vous avez un chômeur et vous avez un autre chômeur. Il y en a un qui n'ira jamais dans la délinquance, parce qu'il a des valeurs. Et puis l'autre qui va aller dans la délinquance. Or, vous êtes responsable des valeurs données à notre jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque vous, les enseignants, vous avez nos enfants depuis l'âge de 3 ans. Oui, 2 ans parfois. Parfois 2 ans. 2 ans. C'est pour vous dire. Donc vous ne pouvez pas ne pas avoir une grande responsabilité dans ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui, sauf que... alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je considère qu'effectivement, nous avons une responsabilité vis-à-vis de la jeunesse. Il n'en reste pas moins que ces jeunes, ils ne sont pas uniquement avec nous. Ils sont aussi avec leurs parents, ils sont aussi dans un environnement économique et social qui a souvent davantage d'influence que l'environnement scolaire. Lorsque vous avez des élèves qui connaissent de grosses difficultés, ne serait-ce que pour se nourrir, s'habiller, se déplacer, etc., l'école ne peut pas, à elle seule en tout cas. Vous en rencontrez beaucoup au lycée? Oui. Au lycée, oui. Il y en a qui arrivent au lycée quand même. Oui, on en a. On a beaucoup d'élèves et de plus en plus qui se rapprochent des assistantes sociales. Ne serait-ce que pour des dépenses entre guillemets basiques. C'est un phénomène croissant aussi en Martinique. Et même si ça ne concerne pas uniquement ces enfants, ça concerne aussi beaucoup leurs parents, etc. Mais ça a des répercussions sur ces enfants. Donc, pour revenir à ce que je disais, les élèves, certes, nous avons une responsabilité vis-à-vis d'eux. Nous devons chercher aussi à faire en sorte de leur transmettre des valeurs compatibles avec la vie en société. Et il n'en reste pas moins que ces élèves, ils ne sont pas confrontés uniquement à l'école. On est de plus en plus concurrencés aussi par d'autres modèles. Le modèle de la rue, de l'argent facile, etc. Qui est aussi qu'on retrouve aussi dans les médias, dans les loisirs que l'on propose à la population, etc. Quand je ne sais pas, vous prenez un exemple rapide, vous regardez une émission de télévision, on dit qu'il y a un jeu, que vous allez gagner 10 000 € si vous répondez par SMS, etc. Donc, il y a aussi une philosophie de l'argent facile, de l'argent rapide qui se développe et qui entre aussi frontalement en opposition avec le travail scolaire, les valeurs. Pour obtenir quelque chose, il faut travailler, il faut essayer de s'en donner en tout cas les moyens, que ce n'est pas quelque chose qui se fera forcément du jour au lendemain, etc. On est quelque part confronté à des modèles qui sont, on pourrait dire, concurrents, qui sont opposés à au modèle que cherche à véhiculer l'école. Et cela n'est pas exactement... cette confrontation de modèles divers, elle est plus forte aujourd'hui qu'il y a 30-40 ans. Nous émettons l'idée à KMT que l'éducation nationale ne mérite pas son nom. Pourquoi, à votre avis?
Oui, parce que vous pensez peut-être que l'éducation ne relève pas des enseignants, mais des parents, non? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes l'instruction nationale. Vous êtes l'instruction. C'est bien d'avoir trouvé. Vous êtes l'instruction nationale. Alors, ma question est Oui. la suivante. Est-ce que vous seriez d'accord pour être transformé en véritablement éducation nationale, puisqu'on se rend compte qu'effectivement, du fait d'un certain nombre de difficultés, un certain nombre de parents ne peuvent pas assumer leur mission d'éducation. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'en plus des professeurs, dans les écoles, il y ait des psychologues, des psychiatres, plus d'assistants sociaux qui puissent prendre en charge à l'école, d'ores et déjà, depuis l'âge de 2 ans, les Mais c'est élèves en qui partie risquent d'avoir des problèmes? C'est en partie ce qui existe déjà. On a des psychologues scolaires. Bon, la psychiatrie, étant donné que c'est déjà le parent pauvre de la médecine enfance, imaginez bien qu'elle est quasiment absente des établissements scolaires. Hein. Les psychologues scolaires, c'est une profession qui existe. Nous avons donc des Est-ce qu'ils sont à psychologues. plein temps dedans, dans Oui, l'école? oui. Ah, Ils sont oui, à oui, plein oui. temps. Après, le problème, c'est que ce sont des personnels qui sont sur divers établissements. Ben Donc, oui. de ce point de vue-là, il y a un manque de moyens. Hein. Nous avons aussi des infirmiers et des infirmières scolaires. Là, il y a aussi un manque de moyens, des assistantes sociales. Donc, l'école, aujourd'hui, est loin de se limiter à la relation prof-élève. Hein. Il y a tout un écosystème qui s'est développé autour. Et c'est pour cela hein, que le terme d'éducation nationale est justifié. Hein. Parce que même si nous ne sommes pas les seuls responsables de l'éducation des enfants, hein, aujourd'hui, l'éducation des enfants est la résultante de diverses influences, hein, parmi lesquelles il y a effectivement l'école. Est-ce que vous seriez partisan de pouvoir enlever l'autorité parentale à certains parents? Ben, c'est déjà le cas lorsque vous avez des parents qui ont commis des actes graves. Oui, mais sans Oui. qu'ils aient commis des actes graves, mais pour la seule raison qu'on les juge incapables d'élever un enfant. Alors, déjà, à ce moment-là, il faut déjà déterminer qu'est-ce qui peut autoriser à dire qu'un parent est incapable d'élever son enfant. Ensuite, une fois qu'on aura déterminé, à mon avis, ce sera pas une mince affaire, déterminer ces critères, hein, il y aura à mon avis, il y a deux façons de réagir. Hein. Soit la première, c'est celle que vous avancez, c'est que, étant donné ces différents critères, on a décidé que monsieur ou madame XY n'est pas capable d'élever son enfant. Hein. Donc on lui retire son autorité parentale. Ou deuxième modalité, étant donné que monsieur et madame ne satisfont pas à ces différents critères, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit le cas? Moi, je pencherais davantage pour qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit effectivement le cas. Que les parents deviennent capables de? Ben, qu'on les aide à devenir capables de s'occuper de leurs enfants. Parce que la relation entre un enfant et ses parents, hein, c'est quelque chose aussi de fondamental pour les apprentissages scolaires. Hein. Un enfant qui est dans un cadre affectif sécurisant, où entre guillemets, il ne manque pas d'affection, où ses conditions de vie sont correctes, hein, tout ceci, ça a un impact aussi sur ses apprentissages. Hein. Sinon, on se dirait, bon, ben, les enfants des pauvres, on les retire de leur famille, on les met dans des internats et puis on va s'occuper d'eux. Hein. C'est pas comme ça, c'est pas vraiment comme ça que les choses fonctionnent. Hein. Il y a une dimension affective aussi dans les processus d'apprentissage. Hein. D'accord. Donc vous êtes un Martiniquais classique, c'est qu'il y a un problème, et vous cherchez toutes les raisons de ne pas résoudre le problème. Alors Pas du tout. Mais c'est ce que vous voulez dire en réalité. Ah non. Si c'est l'impression que vous avez eue, c'est peut-être que je me suis mal exprimé. Non, je dis que face à un problème, il peut y avoir différentes façons de le résoudre. Oui. Donc, vous en avez proposé une.
moi, ce n'est pas exactement ma vision. Je considère que si des parents sont supposés être inaptes à l'éducation de leurs enfants, moi, mon point de vue, ce n'est pas de réagir en retirant l'enfant de sa famille, c'est de voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que, effectivement, la famille devienne apte à s'occuper de l'enfant. Juste une petite seconde. Vous êtes au Théâtre Saint-Ville, l'après-midi, et vous voyez sur le trottoir un couple en train de fumer sa drogue. Et puis un enfant de 8 ans, là, qui est l'enfant de ses parents-là. Donc vous allez attendre de sortir les parents de la drogue pour vous occuper de l'enfant. Non. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Non, parce qu'à ce moment-là, il faut... De toute façon, c'est pour ça que je vous disais que quand vous me parliez des critères de retirer l'autorité parentale à certains parents, je vous disais qu'il y aura un certain nombre de critères déjà à déterminer. Et ces critères, de mon point de vue, ne serait-ce que la détermination de ces critères risque d'être problématique. Vous voyez que vous posez déjà un problème. Effectivement, ce sera problématique. Mais il faut le faire ou pas? Oui, mais il faut... Non, je n'ai pas dit qu'il faut le faire. Mais bien sûr que ce sera pas évident. C'est déjà fait. Ça se fait déjà. Ah, vous pensez que ça se fait déjà? Ah si, ça se fait déjà. Vous avez des élèves... Lorsque vous avez des directrices et directeurs d'école à l'école élémentaire ou à l'école maternelle qui font des signalements, par exemple pour maltraitance, parce que l'enfant est systématiquement en retard, parce que les conditions, l'hygiène n'est pas, ne serait-ce que minimale, etc. Vous avez des collègues qui font des signalements en gendarmerie. Lorsque c'est aussi auprès de l'administration, ces signalements peuvent aboutir à ce que l'enfant soit retiré de la famille. Donc ce sont des choses qui existent déjà. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que décréter qu'un enfant, que des parents... Vous voyez, le mot que vous employez là, décréter... Non, décréter que des parents... Que dès lors qu'on a jugé que des parents sont inaptes à s'occuper de leurs enfants, on doit leur retirer l'autorité parentale. Ça existe déjà. Et deux, pour généraliser cela, et c'est là que je vous le dis, il faut déterminer des critères qui soient les plus objectifs que possible. Et là, ça risque d'être quelque chose de relativement compliqué. Donc il y a un certain nombre de situations individuelles, on les prend en considération, on les signale, et effectivement, cela peut aboutir à ce que, pour le bien-être de l'enfant, qu'il soit retiré du cadre familial. Ça se fait déjà. Ça se fait énormément. C'est pour ça que l'insécurité augmente autant en Martinique. C'est bien ce qui se fait. On n'a rien à faire. On continue comme ça. Ça se fait déjà. Non, je n'ai pas dit que c'est suffisant. C'est fou, non, ça. mais là, ce que je veux dire, c'est que ça montre que ce n'est pas suffisant. Mais oui, c'est très largement insuffisant. Non, pas le nombre d'enfants qu'on a retirés de l'autorité parentale. C'est que simplement enlever un enfant du cadre familial, ce n'est pas pour cela que cet enfant ne connaîtra pas un parcours de délinquance. Vous avez aujourd'hui des enfants qui sont placés dans des foyers, dans des établissements spécialisés, et on constate, force est de le constater, qu'un certain nombre d'entre eux connaissent malgré tout un parcours de délinquance. Que parfois, ces foyers, pour certains de ces enfants, deviennent quasiment des écoles du crime. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut améliorer le fonctionnement. Il faut améliorer le fonctionnement de ces foyers. Du moins, améliorer le fonctionnement. Je vais éviter de dire cela, ne serait-ce que par... On ne veut pas les vexer. Par considération pour les personnels qui y œuvrent, mais en tout cas, leur donner, dans mon point de vue, des moyens davantage de moyens de bien faire leur travail. Ce qui ne veut surtout pas dire qu'ils ne le font pas bien. Mais ils ont sûrement, d'un point de vue, pas suffisamment de moyens d'avoir les réponses qui soient les plus adaptées à un certain nombre de ces enfants. Donc, ce que je dis, c'est que la délinquance en Martinique, elle n'est pas, et vraiment pas uniquement liée à des défaillances parentales. Vous avez énormément d'enfants, mais après, le problème, c'est toujours l'effet de loupe. C'est plus facile
l'enfant de, je sais pas, l'enfant d'Ether Saint-Ville qui aura volé dans une boutique, hein, ça se verra tout de suite. Hein. On en parlera, on fera un rapport avec son origine familiale, avec ses conditions de vie, etc. L'enfant de entre guillemets, du grand bourgeois, qui deal, ça passe plus inaperçu. Donc, c'est pour se demander aussi qu'est-ce qui fait que lui deal. Non. Donc, c'est pas, pour moi, c'est pas la délinquance des jeunes, en tout cas. Elle a effectivement, pour un certain nombre d'entre eux, une explication liée au cadre familial. Hein, des explications qui sont liées au cadre familial, mais le cadre familial est loin d'être suffisant pour expliquer la délinquance des jeunes. Est-ce que l'insécurité que nous observons en Martinique qui est grandissante, est-ce qu'elle peut être liée à l'éducation des jeunes? Et si elle est liée à l'éducation, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'école prenne une plus grande part dans cette éducation? Je vais peut-être vous surprendre, mais en partie, je pense que oui. En partie. Oui, une grande partie quand même, non? Je ne sais pas si c'est en grande ou en petite, mais en partie, en tout cas, oui. Donc il faut revoir notre système éducationnel, si j'ose dire. Peut-être réfléchir à ce qui... à ces manquements éventuels. Hein, on a une éducation qui est aujourd'hui, en tout cas, mais là c'est moins mon point de vue, hein, une éducation qui peut parfois être davantage laxiste. Hein. On observe un repli de l'Église, de toutes les églises. Ah oui, je suis athée, donc auprès des jeunes. Ça va être difficile pour moi de vous répondre, mais bon. Vous êtes athée? Oui. Vous ne pouvez pas parler de l'Église, vous Si. êtes athée. Non, mais tout dépendra de la question. L'Église donnait des valeurs quand même. Est-ce que le recul des églises n'est pas... Oui, les valeurs des petites filles, des petits garçons peut-être, mais... Oui, alors? Oui, vous êtes athée et vous êtes anti... non, parce que c'était pour nuancer Non, mais avant, les élèves allaient au catéchisme, faisaient leur communion et tout ça. Ça donnait quand même un cadre. Oui, parce que l'Église faisait partie ce que certains sociologues appellent la désinstitutionnalisation, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'institutions qui constituaient des cadres de référence pour les individus qui remplissent moins cette fonction aujourd'hui. L'Église, les partis politiques, l'école, la famille, etc. sont des cadres moins structurants aujourd'hui qu'hier. Hein. Après, l'aspect positif aussi que l'on peut voir de cela, c'est que l'autonomisation des individus est aussi plus importante. Hein. Donc il y a des aspects, il y a des effets négatifs et des effets positifs. Hein. Donc non pas revenir à ce qui se faisait antérieurement, parce qu'il y avait aussi un certain nombre de travers. Hein, des individus qui étaient complètement brimés par ces institutions, qui ne pouvaient pas s'exprimer, s'épanouir, etc. Mais ça n'empêche pas qu'il faut réfléchir aux effets négatifs aussi de cette individualisation croissante. Et quand je dis individualisation, ce n'est pas au sens familier du terme, hein, c'est au sens sociologique du terme, c'est-à-dire des individus qui sont... de moins en moins déterminés par leurs différentes appartenances. Vous êtes syndicaliste dans l'éducation nationale. Est-ce que l'administration, l'éducation nationale, donc, vous considère comme un partenaire ou plutôt comme, entre guillemets, un adversaire? Non. Non, on est quand même confronté à une administration... parce qu'après, il faut faire la différence entre... l'administration en elle-même, ses règles de fonctionnement, sa logique, etc., et les individus qui l'incarnent. Hein. Tout va dépendre en grande partie des individus qui incarnent cette administration. Hein. Nous pouvons avoir des directeurs ou directrices qui nous voient davantage comme des collaborateurs, pas des collaborateurs, des partenaires, et d'autres qui nous voient davantage comme des opposants. Mais c'est en partie lié aussi à la logique même de l'administration,
à la logique administrative qui domine à telle ou telle période. Hein. Selon les gouvernements, selon les philosophies de ceux qui sont au pouvoir, les liens avec les syndicats, les associations, etc., ne seront pas vus exactement de la même façon. Par exemple, je veux dire que lorsque M. Sarkozy était au pouvoir, les syndicats s'étaient vus comme des opposants, bon, donc quasiment des entités à abattre. Bon, le discours est plus nuancé aujourd'hui. Bon. Et c'est aussi influencé par ceux qui incarnent cette administration. Il y a aussi des relations individuelles qui se créent. Et donc, ça joue aussi. Aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, dans le domaine de l'éducation, ceux qui incarnent cette administration, en tout cas aujourd'hui, voient davantage les organisations syndicales, les associations de parents d'élèves, en fait, tous ceux qui gravitent autour de l'école, davantage comme des partenaires que comme des opposants. Ce qui n'empêche pas qu'on s'oppose. Vous êtes enseignant depuis combien de temps? Avec quasiment presque une trentaine d'années. Même. 30 ans. Vous avez passé combien de temps à enseigner ailleurs qu'en Martinique? Ailleurs qu'en Martinique? Zéro. Ah bon? Non, j'ai jamais enseigné ailleurs qu'en Vous Martinique. êtes un bon enseignant quand même? Vous pensez être un bon enseignant? Vu comment s'adresse à moi mes élèves, les rapports d'inspection que j'ai déjà eus, les relations que j'ai avec les parents, je ne dirais pas que je suis un excellent enseignant, je n'aurais pas cette prétention, mais bon, c'est pas mauvais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Comme j'ai dit, je n'aurais pas cette prétention. Mais en tout cas, je ne me considère pas comme un mauvais enseignant. Ce serait bien quand même que tous les enseignants martiniquais aient l'obligation d'aller enseigner une année ailleurs qu'en Martinique, et notamment dans l'Hexagone. Je ne vois pas trop qu'est-ce que cela pourrait leur apporter exactement. Vous ne voyez pas? Non. Ok, mais quand on aura fini l'émission dans votre voiture, vous allez réfléchir. et puis vous verrez. Non, parce que pour moi, l'enseignement, c'est pas... la qualité de ma pratique et des pratiques pédagogiques en général, elle n'est pas liée elle n'est pas liée à un lieu d'exercice. C'est pas un lieu seulement, hein. Oui, c'est un environnement, un public différent, une société, différent, une culture différente. Mais complètement différent. Pour moi, au contraire, la proximité culturelle est un élément qui peut améliorer la qualité de l'enseignement. Ce n'est pas une obligation, je ne suis pas obligé d'être proche culturellement des élèves, mais je considère que lorsque l'enseignant est proche culturellement des élèves, c'est une aide non négligeable pour la qualité de son apprentissage. Des apprentissages qu'il dispense aux élèves. Les voyages forment la jeunesse, vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais après, tout dépend de quel voyage il s'agit. Donc ça ne vous paraît pas intéressant que les enseignants martiniquais aient d'autres expériences que la mais Martinique? ils voyagent, ils voient d'autres sociétés, ils voient d'autres cultures. Non, mais qu'ils aillent travailler ailleurs. Oui, mais à ce moment-là, il faudrait généraliser ça au niveau mondial. Oui, mais au niveau mondial, on s'en fout. Je veux dire. Au niveau de la Martinique, il me semble que ça peut être intéressant. Non, pour moi, non. Pour moi, un enseignement correct, un enseignement efficace, doit s'appuyer doit avoir un ancrage local. Oui, mais un an seulement, et puis il revient, je veux dire, c'est pas partir ailleurs. Pas trop avoir une expérience, je veux dire. Avoir en face de soi d'autres élèves que les Martiniquais. Oui, avoir on n'a pas de voir d'autres choses. On a une grande diversité d'élèves. Ah oui. On a une grande diversité d'élèves. D'accord. On a de plus en plus d'élèves qui sont aussi d'origine étrangère. Ce qui est des éléments aussi que l'on met en avant lorsque l'on s'oppose aussi aux suppressions de postes. Parce que il faut aussi adapter son enseignement. Quand vous allez dans le nord de la Martinique, par exemple, mais pas seulement, vous avez de plus en plus d'élèves, par exemple, d'origine haïtienne, sainte-lucienne, etc. Donc, on est confronté aussi de ce fait à d'autres cultures. Je n'ai pas besoin forcément d'aller enseigner soit à Haïti, soit à Sainte-Lucie. D'accord.
Est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas martiniquais? Qu'est-ce que vous entendez par pas martiniquais? Mais parce que c'est que Oui, martiniquais. non, c'est parce que je veux bien répondre à votre question. Alors, oui, nous avons un certain nombre, oui, d'enseignants qui viennent de l'Hexagone. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a davantage. Je dirais qu'il y en a davantage qu'hier. D'accord. Leur enseignant, le fait qu'ils soient en face d'enseignants martiniquais, c'est pas un handicap. D'élèves martiniquais. D'élèves, Oui, pardon. d'élèves martiniquais, non. Parce que ce que j'ai dit, c'est pour ça que j'ai pris mes précautions. J'ai dit qu'un ancrage local, d'accord, est un facteur qui, de mon point de vue, peut favoriser la qualité de l'enseignement. Je n'ai jamais dit que c'est un critère déterminant. Hein. Mais ça peut favoriser. Ensuite, ces enseignants qui viennent de l'Hexagone, hein, ils sont bien obligés aussi d'adapter leurs pratiques, hein, d'ancrer en partie leurs pratiques aussi dans l'environnement quotidien des élèves. Hein. Quand vous êtes je sais pas moi, quand vous êtes au CM2 ou au CM1 et que vous faites un exercice sur, je sais pas moi, pour aller d'un point A à un point B, l'élève doit emprunter tel ou tel type de transport selon la vitesse, combien de temps ça va lui prendre. Vous êtes en Martinique, vous n'allez pas prendre l'exemple d'un train. Non, mais ce sont des choses qui ne peuvent pas être basiques, mais si vous prenez l'exemple d'un train, parce que ça fait partie de vos référents culturels, bon, vous bloquez l'apprentissage d'un certain nombre d'élèves. Parce que déjà, ils n'imaginent même pas ce qu'est un train. Ils ont vu des trains, mais ça ne leur parle pas. Surtout quand ce sont des élèves à pas de 6-7 ans, c'est pas... Vous voyez, l'apprentissage, il doit aussi s'appuyer sur des situations que vivent les élèves, et pas qui leur sont complètement étrangères. D'accord. D'accord. L'interview va se terminer là, mais c'est sur une note absolument dramatique. Hein. Ah non, pourquoi? Moi, je ne suis pas... Parce que ce que pas vous avez vécu dit cela là, comme ça. moi je pense exactement le contraire. Il faut au contraire ouvrir l'intelligence des enfants, leur Oui, mais donner tout à dépend de leur rêver, à aller âge. ailleurs, Oui, mais tout plutôt dépend que de de leur âge. rester... Non, mais voilà. tout dépend de leur âge, monsieur Rocher. Quand vous avez un élève qui a la façon d'entrer dans les apprentissages d'un enfant de 5, 6, 7, 8 ans, ce n'est pas celle d'un adolescent de 14, 15 ans. Non. Donc, je n'ai jamais dit qu'il ne faut pas qu'ils soient mis en contact avec d'autres réalités. J'ai dit que pour ancrer un certain nombre d'enseignements, faciliter l'apprentissage, vraiment, et c'est ça le but d'un enseignant. Le but d'un enseignant, c'est de faire en sorte que ce qu'il cherche à faire passer aux élèves, qu'ils le comprennent. Hein? Oui, mais l'élève, si vous lui expliquez un trait, il comprendra. Hein. Oui, mais je vais perdre du temps à expliquer ce qu'est un train. C'est Oui, pas mon objectif. ça vaut la peine de perdre Non, le mais temps. c'est pas mon objectif premier. Si, Là, ça peut être mon objectif dans d'autres disciplines. Mais si je fais un exercice de mathématiques où je veux vraiment que l'élève comprenne le sens de l'opération, à quel moment on l'utilise, il faut que je lui facilite aussi la tâche dans les exemples, dans les illustrations que je vais utiliser. Non pas que, haïtien, je complique déjà quelque part ses apprentissages. En géographie, en histoire, etc. Je vais l'ouvrir là à d'autres réalités, mais pas forcément en mathématiques. Ah ouais? Ah bon. En tout cas, je vous assure que quand on fait ses études en Martinique et qu'on doit imaginer la neige, faire des travaux sur la neige qu'on ne l'a jamais vu, ça fait de nous des gens qui sont différents d'un petit Français qui, lui, connaît la neige. Oui, mais Et de ça la nous façon rend que lui quelque ne part plus intelligents. Ça nous oblige à réfléchir, à imaginer et tout ça. Ça Oui, nous mais rend plus intelligents, je suis sûr. Je n'ai absolument, il ne faut pas vraiment ne pas caricaturer ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit qu'un enfant martiniquais ne doit pas être confronté à d'autres réalités. Ah, vous n'avez pas dit ça? Non, j'ai dit que pour un certain nombre d'apprentissages, pour les faciliter, hein, pour ancrer des méthodes de pensée, etc., il vaut mieux prendre des exemples qui sont liés à ce que vivent les élèves. Ce qui n'exclut absolument pas de les ouvrir à d'autres cultures, à d'autres environnements, etc. Une dernière question. Global, est-ce que les programmes vous conviennent? Dans votre matière, par exemple. Dans ma matière? Oui.
Rappelez ce que vous faites. Moi, je suis enseignant de sciences économiques et sociales. C'est une discipline qui n'existe, entre guillemets. C'est un enseignement qui n'existe qu'au lycée. Et en fait, c'est le croisement de 3 disciplines. Donc, sciences économiques, sociologie et sciences politiques. Okay. En quelle classe vous avez... De la seconde à la terminale. Seconde à la terminale. Oui, seconde à la terminale. Est-ce qu'il y a ça au baccalauréat? Ah oui, oui. Avec quel coefficient? Alors, c'est ce qu'on appelle, les SES font partie de ce qu'on appelle les enseignements de spécialité aujourd'hui, avec un coefficient 16 au baccalauréat. 16? Oui, 16. Bon. Oui, c'est un gros coefficient. Mais en fait, ce sont... en seconde, c'est un enseignement qui est dispensé à quasiment tous les élèves. Ensuite, en première, les SES, comme d'autres disciplines, font partie de ce qu'on appelle les enseignements de spécialité, que les élèves peuvent choisir comme ne pas choisir. Et en terminale, en première, ils ont 3 enseignements de spécialité obligatoires, et en terminale, plus que 2. Donc certains conservent SES, d'autres abandonnent, etc. Et vous avez beaucoup d'élèves qui choisissent votre... Oui, on est une des spécialités les plus choisies par les élèves. Oui. Puisque le champ des orientations possibles est quand même relativement large. D'accord. Et vous avez... le programme que vous enseignez vous paraît correct pour la Martinique? Le programme que j'enseigne, il faut le raccrocher à des réalités martiniquaises. Oui, c'est le raccrocher. Ah oui, effectivement. Non. Sinon, c'est un programme qui, pour les élèves, est totalement désincarné. Après, on a parfois des difficultés à avoir les outils, souvent les documents qui nous permettraient de davantage ancrer cet enseignement dans des réalités locales. On fait avec ce qu'on a. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire et que je ne vous ai pas donné l'occasion de dire? Non, moi, je souhaitais dire, c'est que l'enseignement en Martinique, mais plus largement, l'ensemble des professions éducatives sont confrontées à des difficultés qui sont de plus en plus fortes. Et pour nous, en tout cas, au SNSA, il est absolument nécessaire qu'au niveau de que soit mis en œuvre dans cette académie quasiment sans faire de parallèle historique, mais une espèce de plan Marshall pour l'éducation. C'est-à-dire que... À ce point-là? Ah oui, parce qu'on a des besoins énormes en termes de bâti scolaire. Par exemple, la majeure partie des écoles, des établissements ne sont pas aux normes en Martinique. Donc, en cas, je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner en cas de séisme majeur. On a des problèmes, mais ça ne concerne pas uniquement les écoles, c'est l'ensemble de la population. Des problèmes en termes de distribution d'eau, etc. Donc il y a vraiment des investissements massifs à faire, ne serait-ce que dans les infrastructures, avec aussi une problématique de plus en plus prégnante des sargasses, par exemple, qui va peut-être nécessiter qu'un certain nombre d'établissements soient quasiment déplacés. Je pense par exemple au collège Robert III, par exemple, où les conditions d'apprentissage deviennent quasiment intenables aujourd'hui. Donc il y a pour nous, il faut qu'il y ait vraiment des investissements massifs qui soient faits dans l'éducation et qu'on sorte de cette logique qu'on pourrait qualifier de comptable qui domine depuis un très grand nombre d'années. Donc, pas seulement le personnel. Non, loin de là, pas uniquement le personnel. Et c'est pour ça que, contrairement à ce que pense peut-être un certain nombre de Martiniquais, les syndicats enseignants ne sont pas là uniquement pour des revendications catégorielles. Certes, c'est important, c'est la vie des collègues, ce sont leurs conditions de vie, mais il y a aussi leurs conditions d'exercice. Et ces conditions d'exercice deviennent de plus en plus difficiles. Est-ce que les élèves sont agressifs? Certains d'entre eux. Non, c'est pas. La majeure partie des élèves aujourd'hui ne sont pas agressifs. Ouais. Et ils sont respectueux des enseignants? Oui, à leur façon. Leur façon d'être respectueux n'est pas la même que celle que vous aviez peut-être vis-à-vis de vos enseignants ou que moi j'avais vis-à-vis de mes enseignants. Mais ils le sont. La majeure partie le sont. Différence entre les filles et les garçons? Pour moi, ces différences, elles sont davantage marquées, je pense, au collège.
Après, les choses ont tendance, à mon avis, au lycée à s'harmoniser. Il n'y a pas de différence fondamentale aujourd'hui en termes de comportement, hein, d'accord, entre les filles et les garçons. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est que souvent les filles sont un peu plus calmes, c'est tout. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais, elles sont un peu plus calmes, mais nous, les garçons, on travaille mieux. On n'est pas meilleurs élèves? Non. Non. Vous pensez, les filles travaillent mieux que les garçons. Les résultats, je parle en moyenne toujours, hein, les résultats des filles sont meilleurs que ceux des garçons. Non, c'est parce que les filles, la socialisation, on va employer un grand terme, la façon dont on éduque les filles les rend plus perméables aux apprentissages scolaires que les garçons. Les savoir-être qu'on développe encore aujourd'hui chez les filles sont mieux adaptés à l'enseignement que les savoir-être qu'on continue parfois à inculquer aux garçons. Merci beaucoup. Chers amis de Canal Martin Télévision, chers amis de LCL, chers amis de FM+, nous avons eu le grand plaisir de converser devant vous avec Carl Toussaint. Carl Toussaint est secrétaire général du SE-UNSA, un syndicat enseignant qui compte donc environ 1000 adhérents. On m'avait dit 900. Oui, Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Je vous remercie, M. Laroche. Ouais.